Ça aussi, c'est un sujet, je trouve, d'entrepreneuriat. Quand on fait plus la première mission pour laquelle on est fait, me concernant par exemple la direction artistique, tout le temps occupé à faire plein d'autres choses, oui, c'est du temps de travail. Et c'est du temps de production finalement. Et en fait, ça, je trouve que c'est un vrai deuil à faire. Parce que c'est un vrai sport. Tu vois, avoir tu vois, une jeune architecte pleine d'énergie, de talent, portée sur le design et un ouvrier qui fait du marteau-piqueur, mais en fait, c'est quand même deux mondes qui habituellement se parlent assez peu en fait. Et avoir tout ça dans la même entreprise, tu vois, ça a créé une identité, ça nous a obligés à réussir à manager tout ça et faire que ça fonctionne. Quand je travaillais en Italie pour l'équipe de foot, tout le monde qui aime le foot, il t'approche comme si tu es un dieu. Je dis, mais en fait, non. Il y a du marketing autour du sport. On pense qu'ils sont des idoles incroyables. C'est vrai, ils font des choses magnifiques. Mais on peut les faire approcher à plus de gens. Et donc, on veut faire ça. On veut donner à qui aime le sport comme nous, on l'aime, d'avoir de la facilité à aller voir des événements sportifs. Et en fait, je suis un provider. Un provider, ça veut dire qu'il y a des sociétés internationales qui ont besoin de gratifier, de donner des primes à des salariés, à des prospects ou des clients. Donc, ils me demandent à moi, comme à des autres, est-ce que vous pouvez nous organiser, par exemple, un voyage à Miami pour la Formule 1 ou des choses comme ça. Nous, on propose l'organisation et les prix. Eux, ils vont choisir. Et nous, peut-être, on a trouvé un bon moyen pour avoir des prix corrects par rapport aux autres agences qui étaient déjà dans les marchés. Donc on se dit... Spécialisé sport. Maintenant c'est sport, mais peut-être on en parlera, il m'arrive déjà de 1000 propositions. Donc je me dis comment garder mon focus. Je me demande souvent qu'est-ce que je dois faire. Et donc ce sont aussi des questions que je me pose. Ah, écoute ça. Le premier contrat. Toi, t'as entrepris très vite aussi. Écoute, en fait. moi, j'ai l'impression d'être un peu un vieil entrepreneur. Là. Ouais, c'est ça. Enfin, Moi, je sais, moi, ça fait 10 ans aussi. Hein. Eh ben, écoute, moi, je m'appelle Nicolas Prats. Donc, ça fait 12 ans que j'ai cofondé une boîte qui s'appelle Mon Concept Habitation. Et donc, nous, on est une agence de rénovation. On est à la fois une agence de design, une agence d'archi. Donc, on a à peu près entre 15 et 20 architectes en salariés chez nous. Et on est aussi une entreprise de travaux. Donc, on est 70 quoi, au total. Belle boîte. Écoute, c'est gentil, ouais, mais c'est un sport quotidien. J'imagine. Et du coup, on a mis 12 ans et tu vois, on a commencé au tout début, on rénovait des apparts pour nos amis. Après, on s'est aperçu qu'on n'était que entrepreneurs au début. Il nous manquait une brique, donc il nous manquait la partie design, la partie conception. On s'est aperçu que tu vois, quand on allait voir les clients, en leur offrant un produit complet, et ben, avec un archi partenaire et nous en travaux, ben, on signait plus, ça marchait mieux. Après, on s'est dit, plutôt que prendre un archi partenaire, autant le faire nous. Donc, on a créé l'agence d'archi. Et maintenant, on offre vraiment un produit intégré où, tu vois, pour rénover un appart comme ici, par exemple, on peut le scanner en 3D, le designer, faire les plans, faire tous les matériaux, enchaîner directement sur les travaux. Et tout ça, tu vois, dans un délai maîtrisé et dans un prix de marché. Donc, et tu vois, pour les clients, c'est une solution clé en main réelle, quoi. Mais l'idée de ce qu'on fait aujourd'hui, on ne l'a pas eu du tout au départ. Non, c'est beau de savoir après quand tu pourras aller plus en profondeur, si tu te rappelles depuis tes premiers jours et toutes les fois que tu as trouvé des occasions, je pense que je me rappelle le tout premier chantier, figure-toi. Vraiment, je me souviens parfaitement et je suis retourné dîner chez le client là il y a 2 mois et ça fait 11 ans qu'on avait rénové son appart. Et c'était un ami du coup? Écoute, c'était un ami de ma femme, ouais. C'est un club proche. Tu sais, t'as toujours l'impression quand tu retournes dîner chez... Est-ce que ça a bien vieilli? Ça a vieilli, ouais, ça fait 10 ans, ouais. C'est une belle expérience. Si je me rappelle mon premier contrat qu'on a fait, on parle de 2 joueurs de foot grecs qui voulaient aller voir la Formule 1 en Italie, à côté de Bologne. Okay. Et c'était mon premier contrat, mais qu'est-ce qui s'est passé? L'événement a été annulé pour des problèmes météorologiques dans la région de l'Emilia-Romagne. Donc je me suis dit, est-ce que ça sera mon business ou pas? Parce que démarrer avec un gros problème, je dis, ça c'est un message. Mais finalement, non. Donc je me rappellerai de mon premier contrat avant ça. Ah bah voilà, tu t'en souviens. De toute façon, généralement, on s'en souvient toujours. Tout de suite dans la difficulté. Bon, et toi, Gabriel, alors du coup? Et moi, presque 10 ans, 9 ans. Ouais. Moi, j'ai commencé freelance, moi je suis directrice artistique, donc j'ai commencé en free. Et un peu comme toi, je pense, j'ai vite senti qu'il y avait une offre plus globale à apporter à mes clients.
Et assez naturellement, en fait, certains ont été en demande qu'on s'occupe non seulement donc, de la partie DA créative, tête pensante, etc., mais également comment réaliser les choses. Donc un shooting photo, le déploiement des outils de communication. Et en fait, d'expérience, on apprend quand même les choses assez rapidement sur le terrain. Voilà, donc moi, je suis Gabrielle Cause. J'ai fondé la Causerie Studio il y a 2 ans, pardon. Et donc c'est une agence de production, direction artistique et déploiement des outils de com pour nos clients. Donc il y a certaines marques pour qui on va déployer l'intégralité de ces outils-là, et pour d'autres on va juste répondre à un besoin ponctuel ou des besoins répétés, mais pas forcément sur le déploiement global de la com. Donc, on va penser une campagne photo, vidéo, on va être capable de la produire, donc faire en sorte que le shooting se réalise, et ensuite soit proposer un déploiement dans le quotidien avec les newsletters, Instagram, les PLV en magasin, soit délivrer les outils et ensuite le client gère en interne avec ses équipes. Du coup, en gros, tu leur offres de la direction artistique, du design, enfin de la tendance artistique du choix jusqu'à l'exécution du shooting, le support, la mise en page, etc. Exactement. Et donc ce qui est très pratique pour eux, c'est qu'en fait ils ont affaire à une seule entité, on est une petite équipe, donc c'est très direct, c'est très facile, c'est très fluide, et voilà, et le fait d'être une petite structure finalement nous permet d'être hyper agile et réactive. Et comment tu as gagné tes premiers clients ou la confiance de tes premiers clients? Des connaissances, rencontres, et ensuite de fil en aiguille, de bouche à oreille, un projet en emmène un autre, puis en 10 ans, ça fait un petit réseau qui se crée, voilà. Puis aujourd'hui, il y a des outils merveilleux comme LinkedIn, par exemple. La chance, je pense que tu as aussi beaucoup de contenu à communiquer. Le problème pour moi est arriver à trouver des infos intéressantes à communiquer aux autres. Donc je ne peux pas parler de mes clients parce que souvent mes clients ils veulent pas que tu communiques. Ils ne veulent pas passer dans des messages comme ça. Okay. Et donc chaque fois je dois maintenir souvent un respect de la privacy. Donc, des amis qui me suivent, qui m'ont aussi aidé à monter la boîte, m'ont dit « Nicolas, essaie de communiquer autour de toi. » Pour communiquer autour de moi, je dois participer à beaucoup d'événements. Donc, je n'ai pas les moyens pour aller chaque fois à des événements, mais les peu de fois ou les fois que j'arrive à y aller, j'essaie de communiquer de quelque manière. Et quand tu parlais de focus, là, c'est intéressant ça, parce que tu disais sur le marché, tu as fait un premier événement pour un client qui ne s'est pas fait, qui est annulé, et tu te poses la question de savoir si tu veux continuer sur ce type-là d'événement ou changer. En fait, là, je profite pour me présenter. Je suis Nicolas Gabarello. Je fondé Inside Events avec un associé. Et notre idée du départ, c'était mettre à disposition des particuliers et des entreprises l'accès aux meilleurs événements sportifs à l'échelle mondiale. Ça veut dire que maintenant, c'est compliqué aller trouver les billets, surtout avec l'hospitalité, de n'importe quel événement. Peut-être chacun connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un pour un événement, à la fois 2, mais trouver les Roland-Garros, les tournois à Londres, ou l'NBA, ou le foot anglais, ou la Champions League, ou la Coupe d'Europe, c'est compliqué. Nous, avec les expériences, moi, mon associé, qu'on a construit depuis 20 ans d'expérience dans le milieu du foot en Italie, mais aussi un peu à l'étranger, on sait comment aller les chercher et les proposer. Donc, les clients maintenant viennent vers nous pour nous demander est-ce que vous pouvez nous aider à avoir accès, donc acheter des tickets de cet événement, et si vous pouvez aussi nous organiser le voyage autour de ça. Et comment tu arrives à trouver les accès, ça, des places pour Roland Garros, pour la NBA et tout? Ça, c'est son secret, c'est ce qu'il ne te dira pas. Non, on peut les dire. Quand tu dis événements sportifs mondiaux, tu vois, moi ça me fait rêver. Je me dis comment tu arrives à acheter des places pour les voir? Dans chaque événement, il y a une histoire à part. Okay. Ça veut dire, normalement, il y a l'organisateur, la fédération, l'équipe propriétaire qui est présente dans les stades et des agences événementielles. Donc, il faut comprendre dans chaque événement qui est l'organisateur, savoir s'il y a seulement un circuit de vente ou plusieurs. Et quand tu l'as compris, tu prends contact. Une fois que tu as pris contact, tu reçois leur offre. Et après, je les propose aux clients. Et on va clôturer les contrats et j'organise tout.
on peut aller avec des clients ou donner un cadeau aux salariés. Mais vu que, comme vous savez, on vient de commencer maintenant, on a beaucoup de business B2B, comme grosses entreprises, différentes industries. Et ce qu'on gagne, on essaye de les positionner sur le marché italien pour le B2C. Maintenant, les plus gros n'ont pas tous les événements à disposition, donc je vois bien qu'ils ont choisi des événements précis. Donc maintenant, je suis celui qui a tout potentiellement, mais je sais qu'un jour, ce sera mieux de se focaliser sur quelque chose. Et on dit, on reste avec l'esprit ouvert. On essaie peut-être la première année de comprendre qu'est-ce qui nous arrive et quelles sont les opportunités qu'on n'a pas envisagées avant de démarrer. Et avec légèreté, on essaye d'y aller. Parce que du coup, ton sujet, il n'est pas tellement sur ouvrir à autre chose que le sport, il est plutôt quelle spécialité sportive tu souhaites pousser ou conserver, celle à évincer, ou c'est ça en fait ta problématique. Oui, c'est tout à fait. Moi, je suis passionné d'entreprise parce que de mon côté familial, ma mère avait une grosse entreprise de bâtiments et mon père, ancien joueur, il est un agent de joueurs. Et toi, tu es d'une famille un peu artistique, Gabrielle? Pas du tout. Pas du tout, d'accord. Pas du tout. En revanche, je pense que j'ai la chance d'avoir une maman qui a su voir ça en moi, être à l'écoute. Et voilà, donc j'ai eu le droit aux cours de dessin, de peinture, dès le plus jeune âge. Et ensuite, j'ai fait une école qui s'appelle Penningen. Donc une école assez difficile et réputée à Paris. J'ai eu la chance de faire cette école-là. Et voilà, et de mon rêve d'être artiste peintre, j'ai fini par entreprendre dans la mode et la lingerie, le prêt-à-porter, en tant que directrice artistique. Donc voilà. Tes clients, ils sont surtout mode, habillement, principalement. Okay. Aujourd'hui, donc j'ai fondé la causerie, mais je me suis associée à Julie qui travaille avec moi, qui est DA aussi, qui travaille avec moi depuis 5 ans. Et ma petite sœur Anna, donc c'est une histoire familiale tout à fait. Une rencontre en fait à un moment donné aussi avec Julie, puis avec Anna, ma sœur qui nous a rejoints. Aujourd'hui, tout va très bien, mais alors je pense qu'on a beaucoup de chance. Déjà dans la vie perso, on s'entend extrêmement bien, ce qui fait que pour nous c'était assez évident de travailler ensemble. En revanche, après, il y a le quotidien à travailler ensemble. Et au début, l'association n'a pas forcément été évidente. Et d'ailleurs, j'ai fait appel à une coach qui nous a accompagnés pendant plusieurs mois pour repositionner à toutes les trois la place de chacune, le rôle de chacune, les missions de chacune. C'est tout bête, mais ne serait-ce qu'assumer une signature mail, en fait. Ouais. Moi, j'étais directrice artistique. Et la casquette d'entrepreneur, je l'avais sans l'assumer. Enfin, je veux dire, j'ai toujours été à mon compte. Donc, derrière être à son compte, il y a toute la partie prospection, gestion, comptabilité, plus mener sa barque, faire son métier, quoi. Enfin, et en fait, on s'en rend pas forcément compte. C'est-à-dire, quand on est dans le bain du truc, moi, je me présentais pas « Bonjour Gabrielle, entrepreneur », quoi. C'était « Gabrielle, je suis DA ». Donc, rien que ces exercices-là, pour chacune d'entre nous, il a été assez fort, en fait. Comment est-ce qu'on identifie ce qu'on est et quelle va être la mission qu'on va apporter à la causerie studio. Et vous arrivez quand même à vous dire les choses, parce que tu sais, entre associés, tu dois te dire des choses pas toujours hyper agréables, tu vois, mais entre sœurs, vous arrivez à vous dire Justement, les choses. je pense que du fait qu'on soit sœurs, on se dit peut-être un peu trop les choses et on se les disait particulièrement trop. Il ne faut pas que ça soit aussi de l'autre côté. Exactement. Et ce coaching nous a vraiment aidé à déjà mesurer, en fait, rien que de réidentifier la place de chacune. Ça a repositionné les bases et on s'est toutes senties beaucoup plus à l'aise avec les missions. Et finalement, je pense qu'il y avait aussi de l'ego qui dans nos relations, venait empiéter. Et c'est finalement de l'ego que personne n'assume. En fait, personne n'a envie de se dire j'ai un peu trop d'ego là-dessus, un peu trop d'ego tout court. Et ouais, c'est gênant, on n'a pas envie de se voir comme ça. Alors qu'en fait, le problème était celui-là. Et d'en parler et d'apaiser finalement toutes ces questions-là, ça a été une vraie solution. Nous, il y avait tout à construire. Combien de semaines de vacances? C'est quoi les horaires de boulot? Est-ce qu'on télétravaille? Ah, vous vous êtes mis des vacances? Mais pour moi, c'est obligatoire. Franchement, Nicolo, il faut que tu en prennes des vacances. C'est obligatoire. Obligé. C'est obligatoire. Après, tu peux... je ne suis pas forcément la meilleure des élèves. Je ne coupe pas forcément 100% du temps quand je suis en vacances.
Et c'est pas bien, mais Tiens, oui. prends un popcorn. Merci. Après, tu viens de lancer la boîte. C'est pas tout de suite que tu arriveras. Tu vois, la causerie est arrivée, ça faisait déjà 8 ans ou 7 ans que j'exerçais. Même si on n'avait pas posé une espèce de règlement intérieur, il y avait des choses qui étaient naturellement un peu ancrées et qui se faisaient tout seul. Donc, mais en tout cas, voilà, c'est même des sujets aussi bêtes que ceux-là. Ils doivent être abordés. Après, est-ce qu'on applique véritablement, est-ce qu'on arrive à appliquer? Non, on n'arrive pas toujours à le faire. Mais au moins, on sait que c'est des éléments importants, constitutifs du bien-être de nos rapports à toutes les trois et de cette société-là. Non, c'est magnifique. Je ne croyais pas qu'il existait des coachs qui puissent aussi aider à s'organiser en interne. Ah, bien sûr, il faut. Donc Nicolas, toi, utiliser aussi des coachs pour ton super développement? Écoute, nous, on est trois associés cofondateurs au départ. Après, quand on a créé l'agence d'archi, on s'est associé avec une autre personne qui nous a rejoint, donc on est 4 aujourd'hui. Sur la partie archi. Exactement, et qu'on a fait remonter dans notre holding de tête. Donc en fait, on est maintenant 4 associés dans la holding qui détient tout. Mais on est 3 associés majoritaires depuis le début historique. Et comme on n'a jamais levé de fonds ni rien, tu vois, on n'a pas de dilution. Donc en fait, on est vraiment toujours ensemble. Et nous, tu vois, franchement, l'association, c'est un truc... j'étais avec eux encore avant de venir, mais... s'il y a vraiment un truc à préserver, primordial, c'est ça. Parce qu'en fait, tu vois, au départ, c'était pas des amis, c'était pas des gens super proches et tout, mais après, au fur et à mesure de ce que tu vis, tu vois, ça devient plus que ça, quoi. Ça devient presque plus que de la famille, plus que des amis, plus que tu passes, tu vois, par toutes les émotions avec eux, ils te connaissent par cœur, ils te connaissent presque plus que tes proches. Bah, tu vois, et puis tu as des moments où, évidemment, ça va bien, des moments où ça va pas. Mais c'est sûr que si dans l'association ça va pas et qu'il y a un combat entre associés et tout, ça peut être la fin de la boîte tout de suite. Mais tu vois, forcément, nous on fait un métier de risque. Tu vois, le bâtiment c'est un métier risqué, donc en fait des ouvriers qui font des travaux, ça peut tu vois, tu peux avoir des blessures, tu peux avoir des accidents, tu peux avoir des malfaçons, tu peux avoir des sinistres. Et tu vois, il n'y a pas une boîte de bâtiment qui en a pas, donc nous on en a. Et du coup ça te fait secouer en fait l'association. Tu vois, tu peux, tu sais, quand tu as des vrais sujets humains, des vraies problématiques administratives, réglementaires dures, tu vois, d'inspection du travail, d'URSSAF, de machin, tu vois, il faut que ton association, tu vois, elle tienne bon avec tout ça. Surtout quand tu es jeune. Et au début, tu vois, les bêtises, tu les fais au départ, en fait. Et nous, là, ça fait 12 ans. Et on s'est fait accompagner pour la première fois il y a 6 mois à peu près. Et c'est une personne que moi je connaissais d'avant, qui était mon ancien patron en vrai. Voilà. Donc il me connaissait plutôt bien et qui a découvert aussi mes associés, qui lui est beaucoup plus expérimenté. Et qui du coup nous a aussi fait émerger ce qu'on voulait vraiment au fond de nous au bout de 12 ans d'entrepreneuriat, quoi. Et pour que aussi tu vois, il ne faut pas que tu accumules des non-dits, que tu accumules tu vois, que l'entreprise avance, mais qu'il y ait des associés qui ne soient pas forcément alignés ou qui se désalignent. Et tu vois, il nous a permis de bien nous recentrer, nous réaligner, de changer un peu la gouvernance, changer 2-3 trucs. Et ça nous a fait vachement de bien. Tu vois, c'était un peu cathartique, tu vois. Il y avait un côté un peu libératoire des fois. Non, c'est hyper intéressant. Voilà, Les non-dits, c'est le pire. Mais en fait, c'est ça qu'il faut combattre. Ouais. C'est l'expression des envies, des désaccords, des projections. C'est hyper important. Ouais, c'est sûr. Et toi, la chance qu'on a, vraiment, parce que ça, c'est un truc... Il n'y a pas d'ego, tu vois, entre nous. Et donc, en fait, la survie de l'entreprise, la boîte en elle-même, nos salariés, etc., passe avant nous perso. Et ça, c'est vrai pour mes 4 associés. Et ça, c'est un bonheur total. Et tu vois, et pour moi, quand je vis au quotidien avec eux, c'est quelque chose qui fait vachement de sens pour moi. C'est super important. Et au final, s'il ne reste que ça, tu vois, en fait, voilà, c'est comme s'il reste que ça, c'est très bien en vrai. Moi, je comprends totalement. Parce que nous, on est beaucoup plus petites, on n'est que 3. Alors, on collabore avec des freelances plus ou moins réguliers, on a des stagiaires de temps en temps, etc. Mais finalement, ce qu'on trouve le plus fort, enfin en tout cas ce qui nous habite vraiment, c'est cette collaboration toutes les 3. On est tellement alignés, tellement en osmose, tellement heureuses de se retrouver et de travailler ensemble.
tous les jours qu'en fait, on n'a même pas tellement envie de grossir, finalement. On a un truc où, voilà, c'est ce petit cocon-là. 3 nanas qui savent maintenant se parler. Voilà, il y avait juste un petit réglage à faire au départ. Vous êtes entrepreneur depuis longtemps aussi, mais moi, en tant que salarié, ce sont des choses que j'ai toujours combattues parce que je ne voyais pas cette façon de vivre l'ensemble de façon polie, sereine, équilibrée. Donc, j'aimerais vraiment créer quelque chose qui, dans notre ensemble, puisse permettre à tout le monde d'être à l'aise. Donc, presque devenir des amis. Après, c'est compliqué peut-être. Je ne sais pas si tu vois la notion de ami, tu vois. Tu vois, typiquement, moi, le week-end, je ne vais pas forcément passer le week-end avec eux, tu vois. Mais c'est un peu même plus fort que des amis. Je sais pas, tu vois, c'est entre famille, amis, mais c'est une étape à part, quoi. C'est un truc un peu à part. Et toi, je ne sais pas si toi tu le vis, Gabriel, mais nous, on s'est dit ça tout à l'heure, mais c'est vrai que quand tu es salarié, tu as un chef ou tu as un directeur, et il te fait des points annuels et il te dit, bah, ça t'as bien fait, ça t'as mal fait, tu as fait une bonne année, tu as fait une mauvaise année, et tout. Mais en fait, quand tu crées une boîte et que tu es associé, même si tu es peu nombreux ou beaucoup, en fait, personne ne te dit rien, en fait. Tu vois, on ne te dit même pas si c'est mauvais ou si c'est bon, hein, t'en sais rien. Et souvent, et c'est ce que moi je leur ai exprimé, mais personne ne te dit aussi quand tu as fait quelque chose de bien. Et je leur ai dit que ça, moi, ça me pesait un peu, en fait. Et que là, j'avais vraiment besoin de... Tu vois, aussi, quand quelque chose est fait de bien, bah, il vaut mieux se le dire. Parce que, tu vois, quand tu as toujours les clients, les salariés, les fournisseurs, les machins, la banque, le truc, les crédits, personne ne te dit tu fais du bon boulot. Alors, si tes associés ne te le disent pas, en vrai... Bah, moi, heureusement, j'ai des amis qui... tous les 2-3 mois, me font un check et me disent Nicolas, rends-toi compte le parcours que tu as fait et que vous avez fait ensemble. Parce que moi, avec Mathieu, on se dit jamais on a fait un bon travail, on est content de ce qu'on a créé. Pour nous, c'est tout à fait normal, c'est le moment présent, mais on ne regarde jamais derrière pour dire mais regarde, en fait, quelque chose de bien s'est passé, non? On a toujours le focus sur des problématiques à résoudre, mais ce n'est pas la meilleure chose pour avancer avec une sérénité comme il faudrait avoir. On signe des clients là aujourd'hui où j'ai peut-être fait des rendez-vous il y a 2 ans. Voilà. Tu vois, moi je trouve que la moyenne elle est entre 6 mois et 1 an et demi pour convertir. Tu sais, tu fais un premier déjeuner, un rendez-vous, 1 an après le mec revient, et après tu truc, et au final tu arrives à concrétiser, mais en fait il faut une patience incroyable. Ouais, ouais. Et en fait le B2B c'est beaucoup le bon moment. Donc tu peux avoir le bon contact, la bonne personne, envoyer des messages, l'appeler, écrire, etc. Puis tant que c'est pas le bon moment pour elle, elle ne te répond pas en fait. Elle n'écoutera jamais, ouais. Et ça aussi, moi j'ai appris. Ça, j'ai appris à ne pas avoir honte d'insister. Bon, j'insiste pas à outre mesure, hein, mais j'essaye de rester raisonnable et respectueuse. Combien de relances tu fais par client? J'ai pas de... Mais il y en a certains, peut-être j'aurais écrit 4 fois, j'ai pas de réponse, mais j'arrêterai pas. Enfin, après, je vais laisser plus de temps passer, tu vois, mais... Il y a d'autres gens aussi que tu rencontres, ils disent « Ah, ça serait super qu'on aille boire un café », tu leur as rien demandé, tu leur écris bah, le café, ils ne te répondent pas. Et puis, je sais pas, peut-être que je vais relancer 3 mois après, et là, on ira boire un café. Moi, je ne m'arrête pas à un message sans réponse, quoi. Parce que là, on voit tous les deux, vous avez envie de, l'année qui arrive, là, par exemple, de ramener plus de clients, faire grossir votre business, ou vous voulez rester dans le format là, actuel ou... Je sais, elle est primordiale, la prospection, ou tu arrives à... Pour moi, le plus important, et je pense que ça, c'est très personnel, moi, je n'ai pas d'ambition, d'ego, et les filles non plus, sur on a envie d'être plus grosse que les autres, de conquérir le marché, etc. Nous, on est très flattés déjà d'avoir de beaux clients, et très flattés aussi d'avoir autant de compliments sur notre travail. Voilà. Et finalement, ce qui nous rend heureuses, c'est de faire tout ça avec beaucoup de sérénité, de joie et de bienveillance. Et donc, si on grandit, c'est vraiment les valeurs principales à conserver. Donc, c'est aussi pour ça que je ne perçois pas la causerie comme une grosse boîte. Ne serait-ce que 10 personnes, déjà, ça me paraît... Nous, on a dû franchir un vrai cap au moment où on a eu des salariés qui sont restés, qui ont acquis de l'expérience, qui deviennent très performants dans leur boulot. Et se dire qu'ils sont meilleurs que nous, leur laisser faire le truc sur lequel ils sont meilleurs que nous. Et il y en a certains qui prennent petit à petit cette incarnation et qui sont capables de la porter. Et moi, j'adore ça. Et donc, du coup, plus on met en avant des gens de chez nous, plus j'aime ça, en fait.
Il y a un podcast assez connu qui voulait nous interviewer. Et on s'est dit qu'on n'allait pas le faire nous, et on a fait intervenir 2 personnes, une architecte et notre responsable communication, et c'est elles qui ont fait l'interview. Et en vrai, pour nous, c'était génial parce que elles ont fait le truc, elles ont vraiment donné beaucoup de cœur, et ça a été un très bel épisode. Et nous, on était absolument absents de ça. Vraiment, C'est une très belle victoire. bah, moi, je trouve ça. Mais tu vois, c'est pas évident. Parce que tu vois, tu leur donnes quelque part ce que toi, tu as créé, ce que tu as monté, ce que tu as incarné. Et bah, c'est sans filet, hein, tu vois. Si elles disent n'importe quoi, bah, Et si tu dois donner un conseil, comment tu as fait à leur transmettre en fait ces valeurs? Il faut pas d'ego. Vraiment, là, tu te dis, tu balayes ton ego. Je pense que le pire truc, c'est l'entrepreneur, tu sais, qui n'arrive pas à lâcher les rênes, qui se dit, moi, je suis le chef, je suis ci, je suis ça. Personne ne sait faire. Si moi, je fais pas ici, ils n'y arrivent pas et tout. En vrai, tu te dis juste, à un moment donné, tu auras des gens qui vont être plus forts que toi. Et c'est super bien, tu vois. Et il y a des gens qui vont vendre auprès des clients, mais ils vont le faire mieux que toi. Il y a des conducteurs travaux qui vont suivre les travaux, ils le feront bien mieux que toi. Il y a des gens qui vont faire la compta, la finance, le machin, ils le feront bien mieux que toi. Puis tu ne peux pas tout faire. Et il faut pas. Et à terme, il faut qu'au final, tu vois, je dis pas que je fais rien, mais en vrai, de manière concrète de mes mains dans la boîte, je fais quasiment rien. Mais la gestion de 70 personnes et ça nécessite... et ton rapport à tes associés. Oui, il te faut une clarté mentale et une capacité à justement et puis surtout, être concentré sur. Oui, ça occupe. Oui, c'est-à-dire ça aussi, c'est un sujet, je trouve, d'entrepreneuriat. Quand on fait plus la première mission pour laquelle on est fait, donc, me concernant par exemple la direction artistique, et tout le temps occupé à faire plein d'autres choses, oui, c'est du temps de travail. Et c'est du temps de production finalement. Et en fait, ça, je trouve que c'est un vrai deuil à faire. Ouais, bien sûr. Personnellement, moi, je l'ai vécu comme après, ça. Ça a été ouais, tu dois passer le cap, tu sais. Nous, donc, on fait des chantiers, on rénove des appartements et c'est des résidences principales pour les gens. Donc, tu vois, il y a un côté émotionnel, un côté affectif, un côté stress. Tu vois, nos clients, par défaut, sont extrêmement stressés parce que tu vois, le coût des travaux sont des sommes quand même importantes. Tu vois, dans une vie, quelque part, tu vas acheter ton bien immobilier, tu le rénoves, bon, bah, c'est presque tes 2 plus gros achats de ta vie. Tu vois. Et donc, ils ont déjà un niveau de stress énorme. Et moi, j'ai eu pas mal de clients que je connaissais, dont je m'occupais. Tu vois, on gérait la partie de vie, on signait, on faisait les travaux, et je suivais les travaux. Et maintenant, je le fais plus du tout, même si c'est des gens que je connais très bien. Ouais. Et donc, du coup, ils vont être suivis par un chef de projet chez nous, un chiffreur, le conducteur de travaux, les ouvriers. Et quelque part, ils le font maintenant bien mieux, quoi. Et tu vois, le fait de ce passage-là, ça nécessite une introspection quand même. Tu vois, tu dois te dire, je vais accepter que mes salariés vont me représenter auprès de gens que je connais en plus, de clients que j'apporte parce que je les connais. Et j'ai tellement confiance que je sais qu'ils vont le faire mieux que si moi je m'en occupais. Mais est-ce que tu te rappelles quand tu as passé en fait le flambeau, tu les as accompagnés, vous avez commencé ensemble, à fur et à mesure tu as laissé partir, ou tu as fait immédiatement confiance? Je pense que j'ai fait plein d'erreurs, tu vois. On a embauché une directrice générale pour l'agence de Paris, qui est notre plus grosse agence. Or, tu vois, pendant 10 ans, on s'en est occupé nous. Donc, en fait, cette agence-là, c'est la plus grosse de nos agences. On a mis une directrice générale, et Maxime m'a dit, franchement, si tu t'en occupes, tu me sauves. Arrête, s'il te plaît. Et ça a été une sorte de révélateur pour moi. Je me suis dit, il a 100% raison. Parce que si on embauche une directrice générale, c'est pas pour diriges la direction générale. Non, sinon ça sert à rien. Et après, les développements que tu as fait dans d'autres villes, comment se sont passés? C'était des opportunités. On a des gens certains qu'on connaissait, qui sont venus nous proposer. On s'est, pour certains, associés avec eux. Et donc, on a créé une société dans chacune des villes avec, en minoritaire, une personne locale qui vit sur place. Okay, c'est comme un franchising? Alors, c'est pas de la franchise. C'est vraiment, tu vois, on a vraiment créé une boîte avec, tu vois, ces personnes-là ont des parts de cette société créée. Et ils sont actionnaires comme nous, minoritaires, et ils gèrent l'agence. Mais nous, on leur apporte tout le process, toute l'image de marque, toute la com, tout l'arrière, quoi. Et comment vous gérez les contrôles, entre guillemets, avec toutes les agences que vous avez partout? C'est difficile. Moi, je me déplace beaucoup.
Donc en fait, il faut y aller, il faut aller voir. Il y a tout un process, si tu veux. L'idée, c'est que le client à Bordeaux soit traité de la même manière qu'à Paris, qu'à Lille, qu'à Marseille et qu'à Londres, parce qu'on a un truc à Londres. Et ça, tu vois, à mettre en place, c'est pareil. T'as pas de manuel ou t'as pas de guide où on te dit pas, t'es pas sûr, tu dis, tu fais ci, tu fais ça va marcher. Ben non, c'est... Dans chaque ville, vous avez un archi, un conducteur de travaux. Ouais, on essaye. Dans chaque ville, il faut qu'on arrive à recréer une mini-équipe qui est capable de répondre aux clients. Ouais. Et Oui. les associés principaux, vous avez une vision, une visibilité sur les projets en cours. Ah oui, en temps réel. Donc vous voyez tout. Oui. Oui. C'est en vrai... B2C, B2B. B2C, B2B, oui. Si tu veux, c'est tellement... Il y a du risque. Tu vois, par exemple, on a démarré un gros chantier à Bordeaux. Tu vois, tu vas dans le sud-ouest, tu sais, Bordeaux, tu as ces maisons bordelaises, là. Et en fait, on la cure complètement et on la déstructure. On garde que les 4 façades, on casse le toit, on remonte, tu vois, le toit, et on fait une extension sur l'arrière. On pense quand même, à un moment donné, quand on y est en plein dedans, s'il se passe quelque chose, j'aimerais bien le savoir en temps réel. Et donc, du coup, on a un système de suivi avec des photos, avec des... et donc, en fait, on sait exactement... Tu vois, j'ai regardé aujourd'hui ce qu'ils ont fait, et je sais exactement ce qu'ils ont fait, même si c'est à Bordeaux. Je m'en occupe pas. Tu vois, je n'interviens pas, je parle pas, mais je vois. Tu as une vision. Ouais. Ça, j'arrive pas à le lâcher, si tu veux. Mais quand j'ai besoin de voir. se passe quelque chose que tu n'attends pas, comment tu restes, tu ne dis rien, ou là, tu interviens? Tu vois, je dis rien au départ. L'idée, c'est de laisser vraiment les gens faire. Et ce qui est grisant, c'est quand tu vois qu'en fait, ils vont plus vite que toi, qu'ils le voient avant toi, qu'ils réagissent sans que toi, tu aies rien à faire. Et si tu arrives à ce niveau-là où tout ça se fait partout, bon, bah, tu peux dire que tu as commencé déjà quand même à mettre en place un système où toi, tu n'es pas le goulot d'étranglement, où tu n'es pas celui qui doit donner les directives, les machins, et que ça se fait tout seul. Tu vois, si par exemple, toi, tu as des gens et tu organises des voyages, tu es à Paris, tu as des gens qui vont voir un match du NBA, et que la personne qui le gère, ben, en fait, elle gère les problèmes, elle te fait un reporting, tu vois les photos, les gens sont contents, les clients rentrent, payent, et toi, tu n'as rien fait. Bah, tu vas dire, j'ai réussi quelque chose. C'est mon rêve. Peut-être dans un an, j'espère de pouvoir dire ça. Je comprends, moi j'ai mis plus d'un an, pas une dizaine d'années. Mais ça, je crois que tu vois, quand tu crées, il y a un moment où il faut réussir à basculer, parce que sinon, ou alors tu es super passionné et tu veux le porter tout le temps et tu te dis c'est une passion. Mais nous, on avait un problème de taille, si tu veux. On peut pas rester trop petit, tu vois. Sinon, on se fait écraser parce que c'est un secteur qui est énorme. Il y a des énormes acteurs. Moi, des concurrents, j'en ai des milliers en fait. Tu vois, un artisan, c'est un concurrent. Un architecte, c'est un concurrent. Une grosse PME, c'est un concurrent. Bref, du coup, en fait, c'est dans un univers hyper concurrentiel. Donc, si tu n'as pas une sorte de taille critique, bah, tu peux ne plus exister. Et surtout, si tu n'es pas un peu costaud, il y a tout un tas de chantiers auxquels tu n'as pas accès en fait par défaut, parce que tu n'as pas les moyens humains pour le faire, tu n'as pas les outils, tu n'as pas le matériel. Et tu vois, les trucs de B2B, des boutiques, des clients un peu prestigieux, ils ne peuvent pas faire appel à toi si tu n'as pas une taille critique. Donc on a été obligé d'y aller jusqu'à cette taille critique, quoi. Et maintenant, tu peux revoir encore te développer, grandir, ou c'est la taille parfaite? Cette aventure, quelque part, tu vois, tous les jours, tu la vis. Et ouais, en vrai, on a envie de continuer à la faire grandir, cette entreprise. C'est certainement ça aussi qui vous anime, c'est de recréer des process, c'est-à-dire que vous, le métier, vous le connaissez. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est entreprendre et réinventer la manière de gérer cette boîte et de faire grandir cette boîte, finalement. Exactement. J'imagine que ce qui est plus cool, c'est l'aventure, c'est pas vraiment là où vous la vivez, quoi. Bien sûr. Tu vois, quand on s'est installé à Londres, honnêtement, avec du recul, tu te dis, pourquoi on a fait ça, quoi. Ah ouais, parce que tu vois, tu y vas, tu connais pas trop le mode constructif, tu connais pas les process, tu connais pas la réglementation, les trucs. Donc on a appris, on est resté 2 ans, franchement, avec rien. Hein, tu sais vraiment l'entrepreneuriat sur la corde raide. Hein. Tu sais, à chercher des clients un par un. Et on a eu des moments où on se dit, bon, ok, on a fini le chantier, qu'est-ce qu'on fait demain, hein. Et tu vois, petit à petit, après, une fois que tu as réussi à trouver ton modèle, à voir que le modèle que tu as mis en France, tu arrives à le copier-coller à Londres et qui marche. Et vous êtes allé vivre à Londres pour... On a un associé avec qui on a créé MCH UK, qui lui vit à Londres. Il est français ou Il est français, ouais. Okay. Et il a la nationalité britannique, mais non, ça fait 11 ans qu'il y est. Du coup, il a eu ses papiers. Et là, on ouvre nos bureaux à Londres. Là, ils sont en train d'être ouverts. Là. Félicitations. C'est gentil, l'immobilier à Londres, c'est... Bravo, ça doit être quelque chose. Ouais. Et toi, Nicolo, t'as pas envie d'avoir une petite équipe
pour t'accompagner sur l'opérationnel, justement, parce que finalement, c'est une forme de conciergerie ce que vous faites, c'est-à-dire que vous... Oui, tout à fait. Pour l'instant, oui. Et je te dis en fait que pour nous, on veut donner à qui aime le sport comme nous on l'aime, d'avoir de la facilité à aller voir des événements sportifs. Donc, c'est vraiment se mettre à disposition de quelqu'un qui aime quelque chose, mais ne sait pas comment y aller. Donc, c'est cette force, cette envie de donner à quelqu'un d'autre qui nous pousse à dire, plus qu'on peut grandir, on essaie d'aller le faire. Parce qu'en fait, c'est pour donner à tout le monde si on arrive à le faire. Ce n'est pas pour nous. Nous, c'est qu'on a créé, on l'avait déjà parce qu'en travaillant dans le sport, on a souvent des entrées gratos, on peut voyager simplement. Donc, nous, on l'a déjà. L'idée, c'est vraiment de la partager. Parce que quand je travaillais en Italie pour l'équipe de foot, tout le monde qui aime le foot, il t'approche comme si tu es un dieu. Je dis, mais en fait, non, je ne suis pas un dieu. Et donc, si vous... Non, mais vous pouvez être un dieu autant que moi. Vous venez avec moi, je vous montre. En fait, il y a du marketing autour du sport. On pense qu'ils sont des idoles incroyables. C'est vrai, ils font des choses magnifiques. Mais on peut aussi on peut les faire approcher à plus de gens. Et donc, on veut faire ça. Pour mais ça, toi à Paris pour les JO, là, tu seras au plein milieu. c'est dur, c'est dur. Les Jeux Olympiques, on a bien sûr les opportunités de vente, mais les prix sont déjà explosés. Et moi, je parle normalement de l'hospitalité, donc des offres premium. Mais il y a la problématique des hôtels, parce que personne ne trouve les hôtels. Donc, si tu veux faire venir des clients, tu dis, je ne sais pas où vous mettre, peut-être vous logez. Après, il faut aussi considérer qu'un des partenaires des Jeux Olympiques, c'est Airbnb. Donc, je ne sais pas s'ils ont fait un jeu derrière en disant on veut bloquer entre guillemets tous les hôtels afin que tout le monde va chercher de l'Airbnb. Je pense que pourrait être aussi une stratégie qu'ils ont mise en place. Mais les Jeux Olympiques sont durs à vendre. Au moins, pour moi, en ce moment. Pour moi, c'est plus simple le foot, c'est plus simple le tennis. Maintenant, en Italie, on a un joueur qui est en train de devenir parmi les 3 premières. Donc, c'est simple de vendre les produits. Et donc, il faut un peu surfer la vague et aller avec. Et toi, Gabriel, c'est quoi les défis là, de l'année qui arrive, en 2024? C'est quoi les défis ou les risques, les enjeux que tu peux avoir, par exemple, dans le... Et comment tu t'inspires normalement? Comment je m'inspire? Oui, et tu te trouves dans des moments que tu n'as pas d'inspiration parce que tu es trop stressé, il y a des bien sûr. Moi, il n'y a rien de pire pour moi que quand un client me dit il faut que tu me trouves l'idée pour dans 10 jours. Ah oui, avec une deadline, le truc... Non, mais je pense que vous, c'est pareil dans votre agence. Moi, l'idée, je peux l'avoir là tout de suite. Je peux l'avoir dans 11 jours, j'en sais rien. Donc, évidemment, je réponds oui. Et j'essaierai de trouver la meilleure idée possible pour dans 10 jours. En général, je suis contente de ce que je présente, sinon je ne présente pas. Ce qui n'arrive jamais. Mais tu as déjà eu des trucs, des clients où tu présentes et vraiment le client te dit je suis désolé, ça me plaît pas du tout. Ouais. Ah, moi j'en ai eu pas mal, hein, on en a perdu. Ah ouais, Non, non, ça m'est jamais... Alors, c'est pas vrai. Il y a quelques années, ça m'est arrivé. J'ai présenté l'idée, on a réalisé le shoot. Le shoot, une fois réalisé, le client a dit je peux pas le sortir. J'adhère pas. Et j'étais plus jeune. Et ça a été le premier gros coup pour moi. Parce qu'en plus, je pense que quand on est créateur et créatif, malgré toute l'éducation qu'il y a autour de tout ça, on y met de notre personne. Bien sûr, oui. Et c'est très difficile de savoir dissocier le « c'est pas bien » de ou « je n'aime pas » de moi. Parce que c'est moi qui ai créé ça, c'est moi qui ai pensé, c'est moi qui l'ai fait. Parce qu'encore une fois, c'est créatif, quoi. Donc, il y a quelque chose de tellement subjectif et d'émotionnel dans tout ça. Donc, ouais, ça a été une première grosse leçon où, en fait, c'est pas grave. C'est pas grave. Oui, on peut se tromper. Ouais. Ça, je pense qu'il y a des combats qu'il ne faut pas mener. Ouais. Enfin, tu vois, il y a des combats, tu as des convictions créatives, etc. Et il faut aussi savoir dire... ça, je baisse la garde, je baisse les armes, j'irai dans ce sens-là. Après, il ne faut pas non plus se vendre, enfin vendre son âme. Je pense qu'il faut rester... Moi, ça, je sais que ça a été aussi parfois des sujets... Alors, je pense qu'il y a différentes choses. Je suis une femme, je suis jeune et je suis créative. Donc,
avoir des convictions et les assumer, en tout cas les revendiquer. En tout cas, il ça faut bien peut- le défendre. Ouais, Ouais, mais moi, ça m'est déjà arrivé que ça a été un sujet avec un client. Un homme plus âgé, après X années de collaboration, un jour m'a fait la morale en me disant que le client avait toujours raison et qu'il fallait que j'apprenne à laisser raison au client. Bah, en fait, dans ce cas, je ne suis pas le bon expert pour vos besoins. Parce qu'au final, c'est peut-être pas. Tu vois, le client dit toujours oui, le problème est chez toi, mais peut-être pas forcément. C'est peut-être aussi lui qui choisit pas le bon partenaire pour faire C'est son. que moi, j'étais. Mais aussi, ce que le client va vous raconter de ce qu'il demande, le fameux pitch, pas le pitch, comment ça s'appelle, le brief. Le brief. Ouais. Donc souvent, les gens pensent d'avoir dit quelque chose, mais en fait, on dit l'opposé. Ça, c'est très vrai. Moi, je trouve qu'il y a toujours le brief du client. Alors, c'est pas vrai. Il y a des clients qui font très, très bien leur brief. En tout cas, dans le marketing, moi qui suis, du coup, finalement, nous, la causerie, on est la partie réalisation et visualisation de ce dont les marketeurs ont besoin, pardon. Donc il y a des gens qui le font très bien, des gens en marketing chez nos clients qui font ça très très bien, les briefs, et il y en a d'autres qui ne savent pas du tout. Donc ils pensent qu'ils donnent un brief, ou alors il y en a d'autres qui assument ne pas avoir de brief, et c'est à nous de le faire. Et ça j'adore parce que j'adore ces clients-là, parce qu'en fait on est psy de la marque. Ouais. Et j'adore aussi, tu vois, jouer le psy pour... Oui, tu t'en prends soin de la marque. Ouais. Non, mais puis tu dois te mettre dans la peau en fait des personnes qui incarnent cette marque, les dirigeants, les créateurs, etc., mais qui ne savent pas, qui ne savent plus, ils n'ont pas la réponse. Ça, je trouve ça passionnant, c'est les plus chouettes challenges. Tu fais la même chose pour tes clients, donc vous faites plusieurs briefs avant de proposer? Alors, nous, on a de la chance de gérer beaucoup de leads entrants. Donc, c'est des gens qui nous demandent, et donc on les appelle, il y a tout un schéma en fait pour interagir avec eux au départ. Bien vérifier que ce que nous demande le client, c'est ce qu'on va savoir lui délivrer. Mm-hmm. Tu vois, si c'est un projet beaucoup trop gros pour nous, il faut qu'on ait l'honnêteté de lui dire. Oui, bien sûr. On ne saura pas le faire. Si c'est trop petit aussi. Et tu vois, c'est pas péjoratif parce que tu vois, des petits projets, nous, en fait, on sera moins agile qu'un artisan qui peut être super bon, qui va aller plus vite, qui sera moins cher. Donc, tu vois, on essaie de dire vraiment la vérité tout de suite au client et de vraiment partir avec lui quand on pense qu'on peut l'accompagner au mieux. Et après, c'est assez fin parce que si le brief est hyper précis, est-ce que le client est architecte? Est-ce qu'il a rénové je ne sais pas combien de milliers d'apparts? Peut-être pas, tu vois. Et du coup, peut-être que son brief super précis, au final, ne va pas lui rendre tant service que ça. Faut le déconstruire. Ouais. Si par contre le brief est trop flou, on peut taper à côté. Et donc, tu vois, il nous faut des infos super essentielles sur tu vois, le nombre de chambres qu'il veut, s'il fait du télétravail, s'il n'en fait pas, s'il veut une baignoire, s'il veut une... Voilà, quelques points essentiels. On lui partage des tableaux Pinterest, comme ça on sent un peu ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et après, nous, on doit se mouiller, on sort notre projet. On sort notre projet et on sort le chiffrage de ce projet en face. Et tu vois, on a 3 types de clients, on va dire. Il y en a certains qui viennent nous chercher. Donc en fait, ils veulent ce qu'on fait. Tu vois, il y a une forme de design, il y a une marque, il y a des choses qu'on fait habituellement. Et donc en fait, ils viennent chercher ça. Et s'ils arrivent à te le dire simplement, toi, tu sais très bien que tu n'as pas à forcer plus avant, que tu vas délivrer quelque part ce qu'ils attendent. Tu seras juste. Et là, généralement, ça marche quand même très bien. Ouais. Ou par contre, le client, il ne sait pas. Ça, c'est dur pour nous. Il dit, je ne sais pas, mais vous aimez le parquet? Je ne sais pas trop. Bon, là, ça, c'est plus difficile parce que nous, on doit se mouiller et avec le risque de taper à côté. Quoi. Ouais. Mais généralement, on arrive à revenir, à corriger, et puis après, il faut qu'on trouve ça. Et après, il y a des clients qui, pour le coup, cherchent vraiment la solution, la productivité de la solution. Tu vois, les plans, les travaux. C'est souvent des investisseurs, c'est des gens qui vont pas avoir un truc émotionnel très fort dans le bien. Donc là aussi, c'est assez facile pour nous parce que du coup, on l'a déjà fait, donc on sait les produits quelque part qui vont leur plaire. Des choses assez neutres, pas forcément très tranchées, et hop, et là, ça déroule. Mais tu vois, le client le plus dur pour nous, c'est celui qui ne sait pas du tout ce qu'il veut, ou à contrario, celui qui sait trop bien ce qu'il veut. Mais après, ça c'est tout le jeu de l'architecte, de réussir à les accompagner. Il y a un vrai travail psychologique. Hein. Tu disais faire la psychologie des marques. Tu vois, réussir à comprendre vraiment le point de douleur du client, essayer de lui répondre, etc. Ça, c'est un vrai job. Et il y en a certains qui ne sont pas capables de te dire tout de suite
En fait, j'aime pas ça, je veux ça. Et du coup, il faut réussir à le faire émerger quoi, au fur et à mesure des rendez-vous. Parce qu'on les voit, globalement, on les voit 7 à 8 fois, quoi, nos clients, avant que les plans soient terminés. Terminé, ouais. Ouais, ça fait beaucoup de rendez-vous. Ça fait beaucoup de rendez-vous, c'est assez dense, ouais. Et c'est souvent assez dur, en vrai. C'est un vrai impact, tu vois. Ils ont besoin de valider des choses, de s'engager, de dire, OK, voilà, le dessin, les plans, ça me va, on passe au plan électrique, ça me va, je passe au plan menuiserie, je passe au etc., pour que, dans le délai qui est quand même contraint, on arrive, nous, à faire avancer le projet et puis démarrer à la bonne date. Donc c'est un cheminement qui est, c'est intense pour nous et pour les clients. Hein. Je vois la France à niveau, je pense, culturel, je pense à niveau d'attitude, vous avez quelque chose de plus développé pour pousser les gens de façon polie et structurée à entreprendre. Chez nous, c'est plutôt trouve ton job, garde-les, il reste dedans, et après on voit énormément de gens qui souffrent au travail et n'ont plus envie d'y aller. Et là, moi, je respire très fort cette envie de l'État qui t'aide à créer des choses, t'épanouir avec tes talents et il te soutient. Il te donne toujours des réponses si tu vas chercher. Parce que bien sûr qu'elle ne t'arrive pas tout le temps dans ta boîte aux lettres, mais si tu vas chercher, tu trouves les réponses. Et après, je ne sais pas, mais vous êtes hyper sympa parce que chaque fois que je demande de l'aide, il y a toujours des gens qui sont disponibles. Donc, ou c'est un rêve que je suis en train de vivre, ou c'est vraiment la réalité d'une population qui est... Franchement, il y a un truc, tu sais, où même quand tu crées quand tu demandes de l'aide, en fait, les gens, ils sont contents de répondent. répondre. Ouais. Tu sais, franchement, il y a plein de moments où tu as besoin de quelqu'un et en fait, tu lui dis, est-ce que tu peux m'aider et les gens, ils disent pas non, en vrai. Parce que c'est assez rare aussi les gens qui demandent, vraiment. Oui, c'est vrai. Ils t'osent pas au départ. Et ça, c'est dommage parce que c'est comme si on a un blocage à dire j'ai un souci, parce que là, peut-être on perçoit comme un souci, est-ce que tu peux m'aider? Mais en fait, c'est magnifique de demander de l'aide parce que moi, dans mon cœur, les moments que je suis à l'aise à demander de l'aide, c'est la raison pour laquelle si quelqu'un demande à moi, je suis hyper content de les rendre ou de faire un faveur à quelqu'un, j'adore. Parce que je vis dans l'idée d'un monde qui est né pour le partage. Donc, en s'enfermer dans nous-mêmes, je ne vois pas le sens. Après, je vous avoue que je médite beaucoup et ça m'aide à voir le monde de ce côté-là. Donc, j'essaie de détruire mon ego parce que sûrement je n'avais, mais c'est un travail à faire. Et l'idée d'aider, donc donner, recevoir, ça devient presque automatique. Et on se rend compte que plus on donne, plus on reçoit et c'est très beau. Donc, quand je vois des gens enfermés dans leurs pensées, leurs soucis et n'ont pas envie de demander de l'aide, c'est dommage. Parce qu'en fait, quand tu demandes de l'aide, tu t'ouvres à l'autre. Et l'autre, c'est difficile que tu dis non. Peut-être il te donne un conseil, il te dit demande à une autre personne et te met en connexion, ça m'est arrivé. Mais finalement, il y a toujours une attitude polie. Et tout le monde, en fait, je pense, a envie d'aider les autres. Parce que tout est sont aussi important. Quand tu donnes aux autres, tout est sont... C'est ça. Et vous avez beaucoup de concurrents, vous, sur là où vous opérez? Genre, toi, tu as plein de concurrents autour de toi? Énormément. Ah ouais. Énormément. Moi, je suis sur un marché sursaturé. Ah oui, il n'y a que ça. Des gens qui font nos métiers, la production, qui d'ailleurs se revendiquent producteurs ou directeurs artistiques. Alors nous, on n'est pas photographe, mais voilà, je veux dire, des photographes peuvent opérer comme toi, en fait. Et tu as des faiseurs d'images qui peuvent aussi opérer en solo et qui n'ont pas besoin de structures comme la nôtre pour exister. Donc non, c'est un marché sursaturé. Il y a aussi énormément d'agences, micro-agences, moyennes, plus grandes, etc. etc. Il y en a qui écrasent un peu le marché ou en fait il y a de la place pour tout le monde? Non, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde parce qu'il y a tellement de... Après, alors nous, on est sur le prêt-à-porter, c'est quand même un marché qui est assez en difficulté, qui vit de plein fouet la crise, voilà, de par l'augmentation des matières premières, l'inflation, donc les gens sont moins enclins à acheter, consommer, etc. Parce que c'est secondaire finalement. Et ce qui fait que tu te différencies ou que tu fais ta place dans ce milieu-là, c'est la qualité créative et la qualité d'exécution. Ouais. Et voilà, et après le rapport humain en fait. Enfin,
Si t'aimes les autres, que t'es sympa, que t'as envie d'être sympa avec eux, que tu les écoutes. Tu réponds aux besoins du client, tu le Bah délivres, voilà, tu lui délivres ce après qu'il c'est veut, sûr bien que c'est à ma micro-échelle, hein. Je dis ça, on est toute petite et puis on a un réseau qui est finalement assez restreint, mais doucement mais sûrement les choses évoluent et puis ça marche beaucoup bouche à oreille au contact en fait. Et pour toi, Nicolas, comment c'était t'intégrer en tant que leader du marché? Tu l'as devenu tout de suite? Non, tu vois, nous, on est dans le secteur du bâtiment. Donc, tu vois, vraiment, et je crois que c'est un des plus gros secteurs économiques français. J'ai pas les chiffres, je les connais pas, mais voilà. Et en fait, il est désorganisé au possible. Tu vois, tu as des grands acteurs, tu vois, Bouygues, Vinci, Eiffage, pour ne pas les citer. B2B. Voilà, et même ils font certains pour des particuliers, ils ont des branches pour des particuliers, mais ce sont des énormes structures hyper processées, parmi les meilleurs du monde, ils sont capables de faire des chantiers merveilleux. En dessous, tu as des grosses PME, et après il y a plein d'artisans solo, des petites boîtes, des TPE, des mecs indépendants, des auto-entrepreneurs, il y en a qui sont très bons, il y en a qui sont horribles, il y a des voleurs, il y a de tout quoi. Un artisan bon un jour peut être très mauvais le lendemain. Enfin voilà, bon, il y a pas et surtout pour les particuliers, les gros le marché n'est pas adressé. Tu vois, une grosse PME va pas rénover un appartement à Paris. Tu vois, la granulométrie du chantier est beaucoup trop petite pour eux. Et nous, on s'est dit, en fait, il y a ce créneau-là qui est pas exploité ou alors mal adressé. Et donc nous, on va le faire et on va essayer d'y apporter le process, la qualité des grosses entreprises adaptées à l'échelle de l'appartement et du particulier. Et donc nous on a commencé il y a donc 12 ans, on n'avait pas de vrais concurrents qui faisaient exactement ça. On en avait des milliers, mais pas des vrais vraiment en front face à nous. Et depuis 4 ans, on en a plein. 4 ou 5 concurrents avec qui ont levé des fonds, qui sont des plateformes, sont des courtiers, mais ils le prennent un peu par l'angle qu'ils appellent tech, mais c'est pas vraiment de la tech. Enfin, voilà. Bon, c'est vrai qu'on met tech assez vite partout en se disant voilà. Pas très tu as un site qui tourne et que moi, tu peux faire une simulation. PME, voilà, je suis pas une PME, je suis une start-up et je m'appelle tech, mais en vrai de vrai, bref, ça reste une PME quand même. Ouais, bien sûr. Mais ils n'étaient pas là il y a quelques années, ces gens-là. Et du coup, nous, on a vécu ça plutôt bien, hein, parce qu'on s'est dit, en fait, s'il y a des concurrents qui arrivent, ça veut dire que notre approche initiale était plutôt bonne. Bien sûr. Donc ça veut dire qu'il y a un marché, ça veut dire qu'il y a du potentiel, et plus il y a des concurrents, en fait il faut être meilleur qu'eux, voilà, c'est tout. Hein. Il faut réussir à regarder ce qu'ils font. Après on ne perd pas non plus 50 ans à bien regarder. Enfin, voilà, on se regarde d'abord nous, on essaie de bien servir nos clients, de bien faire le truc. Les concurrents ils sont là, c'est très bien. Mais c'est bon d'avoir des concurrents. Ah ouais, c'est vachement bien. Franchement, nous, ça nous a aidés, ça nous pousse vers le haut. Ils ouvrent une ville, on essaie d'ouvrir la même. Enfin, voilà. Ouais, bien sûr. Ils s'installent à Lyon, on va s'installer à Lyon. Ils nous poussent aussi de l'avant. Hein. Moi, je trouve ça très bien. Hein. Et au niveau des prix, vous êtes concurrentiel ou vous êtes un peu plus élevé? Alors, nous, on est, je pense, un tout petit peu plus élevé. Je pense qu'on a une caractéristique, c'est qu'on a nos propres ouvriers, ce qu'aucun de nos concurrents n'a. Ils sont salariés. Ils sont salariés. On a à peu près une trentaine d'ouvriers chez nous. On a des camions, des marteaux-piqueurs, on a des électriciens, des plombiers, des plaquistes, des maçons, des menuisiers. Et ça fait quand même une énorme différence. C'est la caution. Tu vois, c'est la caution. On sait faire un chantier que nous, on sait le faire. Nos concurrents, c'est souvent des intermédiaires, des plateformes et des gens qui mettent en relation, mais de leurs mains, quelque part, ils ne savent pas faire. Et tant qu'ils n'ont pas la compétence à l'interne, en vrai de vrai, ils ne sauront pas faire. Tu sais, c'est pas parce qu'on sous-traite un chantier ou qu'on transmet à une entreprise X qu'on peut dire qu'on sait le faire. Bien sûr. On sait faire l'intermédiation, mais on ne sait pas faire le chantier. Et donc, tu vois, chacun quelque part se bat avec ses armes. Nous, on est sûr des nôtres. Tu vois, on est des concepteurs, on est des réalisateurs. Et le produit qu'on offre, il n'existe pas aujourd'hui. Alors après, ça ne veut pas dire que personne n'arrivera à le faire, hein, mais aujourd'hui, il n'existe pas. Donc, on garde notre spécificité. Et plus il y a de concurrents, en vrai, en fait, ça valide notre stratégie initiale. Bien sûr, ouais. Mais moi, je te rejoins sur le côté apporter l'expertise d'un grand groupe à des clients qui n'ont pas forcément les moyens du grand groupe. Et du coup, que le grand groupe ne va pas regarder. Donc, c'est pareil, dans le milieu de la communication, il y a toutes ces grandes agences, BETC, Havas, etc., etc. Toutes ces grandes agences qui existent et qui dominent évidemment le marché et qui accompagnent en fait les grandes marques de ce monde, quel que soit le secteur d'activité d'ailleurs. Mais finalement, alors après, pour revenir à ce qui nous intéresse, la Causerie Studio, donc
lifestyle, prêt-à-porter, etc. Il y a toutes ces marques, alors que moi que j'adore qualifier de populaires dans le bon sens du terme, voilà, des marques mass market, milieu de gamme et premium, qu'on est capable d'accompagner avec le côté clé en main qu'une grosse agence pourrait proposer aussi. Sauf qu'on est beaucoup plus adapté finalement à leur marché, etc. Et ça, je trouve que c'est une... Enfin, moi aussi, finalement, j'ai réfléchi la chose comme ça, en me disant là-dessus, il y a un marché. Enfin, il y a une vraie place à prendre, en fait. Être référent dans notre secteur sur le fait que, voilà, on est capable d'accompagner de A à Z. Toi, il y a plein de concurrents chez toi? C'est des gros groupes, des gros... Ça reste aussi quand même, oui, un marché jeune, en fait. Oui, c'est par rapport à les autres marchés, bien sûr, c'est un marché jeune. Après, qu'est-ce qu'on est? On a des agences de voyage cachées, ou des agences de services autour du sport. Ça dépend. Ouais. Moi, je vous vois comme une agence de voyage spécialisée dans le sport, finalement. Oui, mais en fait, nous, on n'est pas une agence de voyage. Donc oui, on a des sous-traitants qui font la partie voyage, mais on est toujours dans l'expérience. Donc créer une expérience particulière, parce qu'après, énormément de boîtes ont besoin d'organiser pour clients, prospects, salariés, des moments de partage et le faire lors d'un événement sportif qui dégage une énergie assez ouf, assez particulière, assez forte. Ça reste dans l'esprit de qui l'a vécu en live. Donc c'est vraiment un moyen que ça coûte un peu parce que ça coûte, mais qui en profite, il voit vraiment un ROI très intéressant. Nous, avec les clients avec qui on travaille, il nous dit Nicolas est tangible. Il y a un gros niveau de satisfaction. Un gros niveau. Donc pour moi, aussi quand je vais vendre, je ne peux pas faire les exemples, mais je dis regardez que avec les clients avec qui on travaille, les résultats est très important. Donc, on comprend que peut-être pour démarrer, les prix est important, ou moyennement, mais il y a des résultats. Donc, on est sûr de vendre quelque chose d'assez intéressant. Sinon, je serais mal à l'aise de vendre quelque chose auquel je ne crois pas. Tu ne crois pas. Donc, oui. Ouais. Au début, on était vraiment travaux, donc en fait, on exécutait, quoi. On faisait des choses et après, on s'est aperçu quand même, il faut rajouter du beau là-dedans. Donc en fait, il faut le concevoir. Mais si tu veux faire quelque chose de beau, il faut le penser, il faut le dessiner. Et en vrai, tu vois, ce qui nous a, nous, le révélateur qu'on a eu, c'est qu'on a eu beaucoup de clients qui nous appelaient. Ils avaient déjà les clés. Ils avaient signé l'acte authentique chez le notaire. Ouais. Et ils disent, il faut démarrer les travaux. Mais en fait, on ne sait même pas ce qu'on fait. Donc on démarre, ok, et du coup, peint. On peint, on casse un mur ou pas. Vous voulez refaire l'électricité? Non, oui, d'accord. Mais... Et tu vois, on a perdu vachement de temps et au final, on faisait des projets frustrants un peu parce que tout le monde était tendu. Et en fait, on s'est dit, mais si on arrive au moment où ils signent la promesse, on utilise le temps entre la promesse et l'acte authentique pour faire toute la conception, ils récupèrent les clés, c'est parfait. On a le dossier et là, on peut travailler tout de suite en travaux et pour le client, en fait, il gagne vachement de temps. Ouais, c'est parfait. Mais ça, tu vois, au début, quand on a démarré, évidemment, on faisait pas ça. Je pense qu'on a dû faire presque toutes les conneries possibles. Dans l'urgence, quoi. Vous étiez dans l'urgence. Et puis on a appris. Parce que tu n'imagines pas le process que tu peux créer. Tu le crées. Tu le vois pas au départ. Oui, bien sûr. Tu vois, parce qu'il y a des archis dont c'est le métier. Mais l'archi, lui, une fois qu'il a signé le client, il fait les plans. Après, il faut faire les travaux, mais il n'est pas entreprise de travaux. Donc il va mandater, il va consulter, ils appellent ça des consultations d'entreprise. Ça prend du temps. Après, le client signe les devis des entreprises, les travaux commencent. Et tu vois, au milieu de tout ça, et au fur et à mesure, en faisant des chantiers, mais en fait, on s'est dit, mais tout ça, on doit l'unifier, on doit l'intégrer dans une seule prestation. Et c'est assez étonnant, mais en fait, en vrai, en France, des agences d'archi adossées à une vraie entreprise de travaux, qui a ses propres ouvriers, tout intégré, ça n'existe pas. Il n'y a que vous. Non, ça n'existe pas. Ouais. Il y en a qui le font un peu, d'autres à moitié, d'autres faussement, d'autres qui disent qu'ils le font, mais ils ne le font pas vraiment. Et donc, en fait, mais après, on s'est aperçu aussi, et on comprend pourquoi ça n'existait pas, parce que c'est un vrai sport. Tu vois, avoir tu vois, une jeune architecte pleine d'énergie, de talent, portée sur le design, et un ouvrier qui fait du marteau-piqueur, mais en fait, c'est quand même deux mondes qui habituellement se parlent assez peu, en fait. Et avoir tout ça dans la même entreprise, tu vois, ça a créé une identité, ça nous a obligés à réussir à manager tout ça et faire que ça fonctionne. Et aujourd'hui, tu vois, on a beaucoup d'ouvriers qui n'ont travaillé qu'avec nos plans. Et donc, en fait, ils connaissent par cœur la manière dont l'archi dessine, les marges d'erreur qui sont prises, les tolérances possibles. Donc, du coup, tu vois, ça roule tout seul, quoi. Alors, ça reste...
Ça Non, reste mais toujours tout- du chantier, tu vois. Donc il y a Oui, toujours, j'imagine. tu vois, il y a toujours l'aléa que tu n'as jamais vu qui vient de tomber sur le coin de la figure. Donc ça roule, ça tombe, ça reroule. Enfin, voilà, Ouais, voilà. ouais. Mais en vrai, ils sont beaucoup plus efficaces et aguerris parce que, par exemple, je prends le menuisier, il sait très bien comment on va dessiner les dressings, par exemple, chez nous. Il y a des codes bloqués, des codes qui ne sont pas bloqués, il y a toujours des petits fillers pour absorber, Ouais, des pour plafonds terminer. pas droits, des murs pas droits. Enfin voilà, sur un dressing, il est carré, et un appart parisien, il est tout sauf Jamais carré, carré, en fait. ouais. Voilà. Le sol penche, le plafond aussi, les murs aussi. Donc en gros, si t'arrives pas, si ton dessin ne tient pas compte de tout ça, bah, le menuisier sur place il va se retrouver assez vite bloqué. Ouais. Et bon, du coup, tu vois, ça c'est un petit exemple, mais tu vas réussir à unifier tout ça. À nous, ça nous a pris 12 ans. Ouais. Donc en fait, ouais, l'idée, ce qu'on fait aujourd'hui, clairement, on n'avait pas eu l'idée de ça au départ. Ouais, c'est clair, je comprends. Mais nous, c'est pareil, parce que du coup, on conçoit. En fait, c'est tout bête, mais nous, on conçoit pour nos clients un budget parce que j'ai l'idée et qu'on travaille la prod en même temps. Oui. Donc, on va évidemment pas définir le budget final enfin, le budget final est établi, mais je veux dire, j'ai déjà commencé à réfléchir au projet parce qu'on était en train de faire la prod. Et en fait, quand moi, j'étais que DA et que je bossais avec une prod, j'en sais rien. Moi, je vais imaginer un truc. Si ça se trouve, le budget n'est pas du tout adéquat avec le brief que je vais avoir. Exactement, là tu maîtrises vraiment ton Alors produit. qu'aujourd'hui, je bien maîtrise sûr. vraiment le produit et je Bien sais sûr. que ce que je vais vendre à mon client, ce que je vais lui présenter, c'est réalisable dans les coûts que nous avons imaginés et qu'il a signés. Voilà. Donc C'est-à-dire que si t'as tout est plus efficace. Si tu as une DA super délirante qui ne maîtrise pas le budget, ça passe en Voilà. prod chez toi. Exactement. C'est impossible à Le mec va réaliser. dire, bah oui, ça coûte 3 fois le prix du Exactement. truc. Bien sûr, mais c'est très très similaire. Hein. Ouais. Non, mais c'est pour ça que je retrouve tout à fait ce que tu décris. Ouais. Est-ce que vous irez travailler ensemble? Donc, franchement, bien volontiers. Ah ouais, écoute, avec plaisir. Peut-être on se fera un autre rendez-vous dans un an. Avec plaisir. On verra.